Martin Bilodeau, bonjour. Bonjour, ma belle Dominique. Toi au Mexique, moi au Canada, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est magnifique. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais je suis tellement content d'être là avec toi Euh, aujourd'hui. mais on a des beaux souvenirs d'ateliers de contrat qu'on a fait il y a quoi, Ah quelques années oui, derrière. C'était oui. chouette. Et puis la vie a fait que on est parti un peu chacun de notre côté et puis il y a plein de belles choses qui sont arrivées. Alors aujourd'hui, Oui, et c'est vraiment le cas de le dire. On est parti de notre côté dans différents continents, différents pays. On s'est croisés quand même autour de l'Asie pendant plusieurs années. ben, on se faisait notre rencontre annuelle à Montréal Oui, l'été. Et puis, même l'année passée, on n'a pas pu, hein, à cause de ce qui s'est passé, blablabla. Voilà. Et alors, aujourd'hui, en fait, je t'ai invité, Martin, parce que je sais que toi aussi, tu as tout un cheminement de vie magnifique, extraordinaire. Tu as tes hauts et tes bas comme tout le monde. Et puis, oui. au-delà du fait qu'aujourd'hui, tout va bien, c'est merveilleux, tu es marié, tu vis au Mexique, entre le Mexique et Hmm. le Canada, et puis tu animes des ateliers, tu écris des bouquins extraordinaires, tu as fait de la musique aussi, je crois, des CD de méditation. Oui, on fait des albums de méditation guidée. Là, on commence à travailler sur les mantras avec VJ, Karine Sainte-Marie. Donc, voilà, des nouveaux projets. C'est ça. Mais derrière tous ces beaux projets, Martin, qui est Martin Bilodeau? Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu d'où tu viens. Qu'est-ce qui a fait que tu es là aujourd'hui? C'est quoi ton cheminement? Ouais, dans les coulisses là, de Ça, tout ce qu'on voit dans les médias et les médias sociaux. Oui, c'est ça. C'est plus beau dans un magazine là, que vous pourrez regarder les petites pages cute. Mais dans la vie, je pense que le vivant est toujours plus extraordinaire que ce qu'on met en évidence sur les médias. Parce que ça parle de nous tous. Tu sais. Moi, je suis né au Lac-Saint-Jean. Je ne sais pas si les gens savent, là, mais tu sais, je le dis parce que je suis fier de où je suis né. Je suis fier aussi de savoir que je suis né en 77 au Lac-Saint-Jean, dans une petite ville qu'on pourrait presque appeler un village. Même si ma mère n'aimera pas ça, je pense ou les gens d'Alma n'aimeront pas ça. Mais entre Alma, Iberville, Saint-Gédéon, Saint-Cœur-de-Marie, tu sais, on était entre les villages et la ville. Je suis né dans une famille absolument magnifique. On était le typique Westphalia jaune. Ma mère avec des grands cheveux, des robes hippies. Mon père les cheveux longs. On avait des lapins de couleur autour de nous à Pâques. On était végétariens, végétaliens. Granola, on avait une maison pour cultiver nos trucs dans le jardin, juste pour être à la campagne. J'ai vraiment été, moi, je ne vais pas dire que je suis né dans l'amour. Tu sais, si je suis né de quelque part, là, je suis né d'une femme qui était capable d'une qualité d'amour exceptionnelle. Et mon grand-père est un peu comme innovateur, entrepreneur, et il avait construit une maison bigénérationnelle. Le terme n'existait pas, là. C'était juste deux maisons avec des portes qui se rencontrent là, partout. Là. Il a construit deux maisons collées avec des portes. Fait on partageait le même espace de vie que mes grands-parents paternels. Et mes grands-parents maternels habitaient comme à 6 maisons à peu près de chez nous. Là. Puis l'autre côté, c'était mes arrière-grands-parents en face. Puis l'autre côté, en tout cas, une communauté. Moi, je suis né d'une communauté avec les défis d'un petit gars très sensible, hyper tourné vers la nature, hyper contemplatif. J'ai dû passer des milliers d'heures, là, toute ma famille peut en témoigner. Moi, je n'étais pas intéressé d'aller autant jouer, m'exciter avec les cousins puis les cousines, puis participer aux activités sociales de la famille, encore moins la chasse puis la pêche puis tout le reste. Mais moi, je pouvais contempler là, des sangsues, là, flotter puis naviguer dans l'eau, une libellule, une chenille, des fourmis, des barbottes, n'importe quoi du vivant, des escargots. J'ai passé mon enfance assis sur un bout de roche, sur un bout de quai ou dans l'eau jusque-là, de même, à regarder les têtards, les marmottes, puis les wawarons, les barbottes, puis les wawarons venir sur moi. En tout cas, être en communion et en fusion avec cette nature-là qui m'entourait. Euh, c'est ce qui a bercé mon enfance à travers un grand-père qui était très axé sur la nature, qui était un trappeur, un chasseur. Je ne sais même pas à l'époque qu'on était des traditions amérindiennes, puis ce que ça voulait dire, puis d'où on était, mais chez nous, là, on avait un camp dans le bois dans un type de chasse. Moi, j'ai pêché là, avec des pieux pour faire des trous dans la glace, pour tous les matins aller rechercher les poissons, puis j'ai fait les trails de collet. Pour les lièvres le matin, puis j'ai mangé toutes les sortes de champignons que mon grand-père me disait de manger dans le bois, puis identifier ceux qui n'étaient pas bons. J'ai eu cette grande chance-là, de vivre ce qui était plein d'initiations sans même m'en rendre compte, parce que c'était juste la vie, c'était juste ma famille, c'était bien banal. Euh,
Et après ça, ben, par exemple, moi, dans ma vie, ce qui m'a marqué le plus, ça a été le fait que je sois différent. Comme on est tous différents, je le sais. Mais dans les années 80, au Lac-Saint-Jean, moi, j'étais gay, poétique, sensible. Je gagnais un concours de poésie en deuxième année du primaire pour après ça lire mes petits poèmes à la radio locale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je portais des lunettes. En tout cas, j'avais rien pour m'aider au niveau, finalement, de ma popularité. Et j'ai été beaucoup, j'en ris aujourd'hui, mais ça, parce que de toute façon, ça a été important dans mon développement, mais j'ai été beaucoup victime d'intimidation, rejet, taxage, blagues, de partout, là, un milieu où finalement, les gens, sans être violents, parce que je ne peux même pas dire que j'étais entouré de gens qui étaient violents à l'école et tout ça, par naïveté, innocence, désir de se faire une gang puis de rejeter les autres, moi, j'ai été énormément blessé. Donc, mon adolescence a été une période beaucoup, beaucoup plus noire, avec des idées suicidaires, une période d'anorexie, hospitalisation, je vous en passe, là, où mes poèmes sont devenus des poèmes de mort, et tout le reste. Là. Et pendant cette crise-là, je me suis retrouvé à questionner beaucoup le sens de ce qu'on fait là. Pourquoi c'est aussi souffrant à vivre, puis qu'est-ce que je fais là? C'est comme pas mal tous les adolescents. Là, le que veux-je, que vais-je ou fais-je? Que fais-je? Ben, j'étais dedans, puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui avait des livres dans une bibliothèque qui ressemblait à Scott Peck, Le chemin le moins fréquenté. Je tombe en amour avec ce livre-là, j'avais 15 ans, qui était un livre pionnier au niveau du développement spirituel. Après ça, je suis tombé dans Nietzsche à 17 ans pour partir de chez nous en vélo entre 17 et 18 ans et rencontrer Bouddha en vélo aux États-Unis. Je suis parti pout comme ça, avec 150 pièces mon vélo, du lac Saint-Jean direct pour faire toute la côte est américaine. Et j'ai rencontré le bouddhisme, j'ai rencontré Bouddha, je le dis comme ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné un livre sur le bouddhisme de Bouddha, d'Alexandra David Néel. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été la grande révélation, la grande croisée de chemin de ma vie. Tout d'un coup, après avoir prié autant le petit Jésus avec ma grand-mère à coups de chapelet puis de rosaire, avoir renié tout ça puis me sentir banni de l'amour de Dieu finalement, parce que j'ai toujours été croyant d'une façon ou d'une autre, en réalisant que j'étais gay puis j'allais brûler en enfer puis je n'étais même pas digne d'être aimé de Dieu qui est amour. Ça, c'est tough à l'adolescence. Comment peux-tu penser que tu es digne d'être aimé des autres êtres humains quand Dieu t'aime pas puis qui te bannit à une éternité de souffrance? C'était fort. Moi, j'en ai fait des cauchemars. J'ai vraiment fait une obsession là, sur l'enfer parce que j'étais gay, j'avais des pulsions. En tout cas, je n'épargne aussi ma psychanalyse, mais ça a été des années. Ce n'est pas l'histoire d'une journée où ça m'est passé par la tête. Moi, j'étais fondamentalement croyant et j'ai dû donc me dissocier de ces croyances-là pour tomber dans le vide de la philosophie existentielle nietzschéenne et autres. Et quand le bouddhisme est venu, j'ose vous dire que ce n'était pas une bouée de sauvetage, c'était comme un bateau de croisière de sauvetage. J'étais noyé dans des abysses, bouffé par mes tourments intérieurs. Puis là, d'un coup, c'était comme s'il y avait le bateau doré de croisière qui arrivait pour me transporter, qui était pour moi le bouddhisme, les méditations, le lamrim, les enseignements tibétains. Et je suis arrivé à Montréal à 18 ans après mon tour de vélo, converti au bouddhisme, prêt à œuvrer par compassion, prêt à travailler sur moi à travers l'entraînement de l'esprit, l'entraînement spirituel qu'on appelle la méditation. Et ça ne m'a jamais quitté. J'ai fait mes vœux, j'ai étudié à l'université en psychologie sociale, j'ai travaillé auprès des jeunes délinquants, les jeunes de la rue, j'ai été directeur national pour des trucs en développement social, développement communautaire. Tout ce temps-là, je suis resté ancré dans le programme fondamental bouddhiste pour enseigner finalement à la fin de ma vingtaine dans les centres bouddhistes à Montréal et faire beaucoup de voyages initiatiques. Mon premier à 25 ans au Népal, dont j'ai eu le bonheur de vivre 6 semaines en silence chez les moines tibétains, à recevoir tous les enseignements et les pratiques du Lamrim et des sutras. Profondeur, vie, un jour, c'est devenu populaire, tout ça. Hein? On nous a comme sortis des monastères, puis des temples tibétains, puis de nos ashrams en Inde. Et on est passé du classement des sectes au Québec à la première page du Wall Street Journal avec les 35 millions de Google sur les programmes de méditation mindfulness. Fait que c'est comme s'il y a un switch que même moi, des fois, je me dis ça a été vertigineux pour tous les néo-spirituels, puis les néo-pratiquants de la méditation et du yoga qui ont suivi le courant. Nous qui étions là avant, on était comme un peu mis en marge, marginalisés, discriminés de nos familles. Moi, je me souviens, les 7-8 premières années où j'étais bouddhiste, je me suis converti.
je méditais tous les jours, même les maîtres, le Dalai Lama, Geshe Kelsang Katso, les autres, nous disaient, ne dites pas que vous méditez dans votre pays. Tu sais, il va y avoir des jugements, préservez-vous de la colère des autres, préservez. Tu sais, ils savaient, eux, sans nous le dire, qu'on était vu comme une secte, tu sais, que le bouddhisme était classé officiellement dans les sectes. Je pense même encore en Europe, en tout cas pour l'Église catholique, ça l'est encore aujourd'hui. Donc, on a vu cette mode-là arriver comme quelque chose de wow. Et aujourd'hui, je me rends compte, presque 10 ans, 12 ans plus tard, là, peut-être, qu'après la démocratisation, popularité, ben, on a vraiment des nouveaux défis pour ne pas perdre l'essence et l'héritage spirituel profond de l'humanité qui a été transmis depuis des millénaires à travers le bouddhisme, l'hindouisme, le chamanisme, toute tradition spirituelle authentique. Et un gros défi là. Je ne sais même pas encore comment y répondre moi-même, mais j'essaie d'œuvrer à ça. Puis j'essaie aussi, moi, de ne pas tomber dans une superficialité de pratique dans ma vie. Donc, c'est mon grand défi en ce moment et essayer de ramener les gens dans l'essence d'une voie spirituelle, ce que ça veut dire, l'espace d'une psychologie sacrée, des rites de transcendance, du divin en soi. Puis là, on se dépouille des mots, là, puis on sort de la complexité de je suis Atman, je suis Satnam, je suis Namasté. De où je peux poigner le. Puis, on a peur du mot divin en Occident, parce que ça a été beaucoup rejeté avec la fracture judéo-chrétienne là, qu'on a vécue dans la Révolution tranquille, et ainsi de suite. Fait, hey, on peut-tu là, juste se tasser de l'intellectualisation, de la spiritualité, puis rentrer dans une incarnation vivante, vibrante, humaine, à taille humaine de nos valeurs spirituelles, là, puis des enseignements de sagesse spirituelle? Pour moi, le défi est vraiment là. On peut-tu incarner, vivre, agir, ressentir le monde comme une expérience spirituelle? Fait que c'est à ça que j'œuvre maintenant, pas mal exclusivement, finalement, à travers mes livres, mes retraites, les voyages initiatiques que j'anime et tout. Là. Tu parlais que, tu dis, j'ai fait mes vœux quand tu étais, quoi, dans la vingtaine, quand tu es revenu à Montréal. Oui, je relise mes livres, mais je pense que j'avais... Mais dans le bouddhisme, parce que moi, je le vis comme une religion, le bouddhisme, que vous aimiez ça ou pas, tout le monde, mais moi, c'est une religion, ça veut dire religare, c'est ma voie pour me relier à mon essence, le divin, peu importe. Moi, j'ai fait les vœux. Les premiers vœux que j'ai faits, c'est les vœux du refuge. Quand on devient bouddhiste, on fait les vœux du refuge dans une cérémonie là, qui dure 4 jours, une retraite, qui traditionnellement, dans la version tibétaine, dure 4 jours. On prend vœu en Bouddha, Dharma, Sangha. Ce qui veut dire qu'on fait le souhait, on génère la volonté, on fait les souhaits aux êtres saints, au Bouddha, là, de dire ramenez-moi toujours sur la voie de mes 3 vœux. Faites que je ne cherche jamais le bonheur, l'éveil, la libération dans autre chose que Bouddha, les enseignements de Bouddha, la sagesse qui est universelle, qui est au-delà du Bouddha historique, les pratiques de sagesse véritable et authentique, le Dharma, et la Sangha, les êtres, la communauté qui me permet de grandir, d'être un meilleur être humain. Au-delà de tout ça, je fais le vœu qu'il n'y a absolument rien qui va avoir du pouvoir sur moi, qui va influencer ma souffrance et mon bonheur pour me sortir du samsara. Ça, c'est mes premiers vœux. Quelques années plus tard, j'ai fait les vœux laïques comme enseignant bouddhiste de Pratimoksha, qui est les 72 vœux moraux de Pratimoksha que je renouvelle à toutes les années. Et quelques années plus tard, j'ai fait les vœux tantriques tibétains. Ça veut dire, ça, c'est sur une initiation de 21 jours. Là. Le tantrisme tibétain, c'est une voie mystique sur la compréhension de la vacuité, de la félicité, des gouttes et les vents du corps, des différents mandalas de corps subtils dans le corps physique. C'est plus complexe. C'est pour ça que ça prend des années, presque 10-12 ans habituellement, dans la voie bouddhiste avant qu'on t'offre de recevoir ces enseignements-là et cette initiation-là. Mais les vœux tantriques, c'est les derniers vœux que j'ai faits, qui sont de l'approche mystique du tantra de Hiruka Vajrayogini. Voilà. C'est les vœux. Si je me souviens bien, tu m'en avais parlé il y a longtemps, tu avais failli être moine. Ah! C'est le fun. On n'a pas fait de pré-entrevue, tout le monde. Hein, fait que Dominique, elle va me jouer des tours de questions cachées avec des affaires que j'y ai révélées là, des années, là, sur le bord d'un feu, dans un rite de tantra. C'est bien. Ben oui, mais tu sais, ma grande aspiration de vie en lisant Alexandra David-Néel et tous les autres maîtres qui m'ont inspiré par la suite, c'était de consacrer ma vie à la spiritualité. Et parce que j'étais encore comme un peu habité par le judéo-christianisme de mon enfance, dans le début de ma vingtaine, je voyais la seule option, c'était de devenir un moine. Tu sais, c'était comme devenir un prêtre, devenir un moine, devenir un missionnaire, peu importe. Quand je suis allé au Népal, justement, à 25 ans,
mon 6 semaines de retraite là-bas, puis d'initiation, le but, c'est de me raser les cheveux. On devait se convertir au mode de vie d'une personne ordonnée pour vivre la retraite que j'allais vivre. Et moi, dans ma tête, je ne revenais plus comme avant. Tu sais, Martin Bilodeau mourait. Même ma mère m'avait écrit. Elle dit, je le sais qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, on ne se téléphonait pas. Tu sais, elle dit, je ne sais même pas si tu vas revenir. Tu sais, ma mère, elle a eu beaucoup de deuil de moi à faire symboliquement. Puis ma famille aussi, ma soeur que j'adore, et mon père, là, bien sûr. Mais moi aussi, inconsciemment, là, puis très consciemment, finalement, je lis encore tous mes journaux de voyage, puis j'allais là pour devenir moine, puis plus jamais revenir. Tu sais, moi, je rêvais de ma grotte au Népal depuis 7 ans à ce moment-là, là. Puis à consacrer ma vie aux prières, aux mantras, au yoga de l'esprit, et ainsi de suite. Puis, c'est les moines bouddhistes tibétains que j'ai rencontrés là-bas, dont Annie Kaline, qui m'ont fait comprendre que si je faisais les vœux du Bodhisattva, qui est d'œuvrer pour le bien de tous les êtres vivants toute ma vie, consacrer ma vie à l'éveil spirituel de tous et de moi-même, bien sûr, en même temps, faisant partie de la même gang, il fallait que j'aille là où il y a le plus de besoins. Et c'est pas au Népal puis en Inde qu'on a besoin de maîtres ou d'enseignants spirituels ou de bouddhistes. Ça donne que c'est en Occident. Puis on croit au karma, fait qu'on croit que je suis né comme à la bonne place pour enseigner. Bon, après ça, là, j'avoue, si vous regardez mon agenda des dernières années, j'ai voyagé beaucoup, mais à cette époque-là, c'était de revenir. Et lui, il nous disait, regarde, si on est conscient de la société dans laquelle tu retournes, le meilleur moyen pour enseigner le dharma puis vivre le dharma, ce n'est pas de devenir moine. On n'a pas d'école d'ordination au Canada, il n'y avait pas, tu sais. Et en étant moine, tu vas te couper de ton lien avec ta communauté, ta société. Ici, les gens viennent à nous. Toi, les gens vont te fuir. Les gens vont t'éviter. Fait que juste comme conscience spirituelle, toi, tu veux. Tu sais, ton ego spirituel veut devenir un moine. C'était comme ça, là, c'était paf. Des fois, le bouddhiste, tu es toute jeune à 25 ans, j'en voyais quasiment ma vie après ça. Puis, tu sais, ça avait été une rencontre pleine d'amour et de bienveillance avec le côté rentre-dedans là, des vrais maîtres spirituels, mais enveloppé d'amour. Là, tu sens pas... Tous tes mécanismes de défense sont désarmés. Là, et d'exprimer que c'est ton ego spirituel qui veut devenir un moine, puis c'est pas vraiment ta compassion. C'était comme... On dirait que ça allait à l'opposé de toutes mes croyances. Fait, ça a switché quelque chose. Ça fait, OK, même parfois, ce que les gens pensent qui est devenir un être spirituel, c'est pas ça, parce que finalement, c'est toujours ancré dans la compassion. Quel est le meilleur moyen, la meilleure méthode pour transmettre, vivre, incarner, propager de l'amour, de la joie, de la tendresse, de la bienveillance, du pardon, peu importe, tout ce qui guérit l'âme et le cœur des êtres humains, comment moi je peux le vivre, puis comment je peux le transmettre dans chaque contexte de ma vie et avec là où je suis né, puis là où je suis comme être humain. Ça a orienté beaucoup mes décisions de carrière, parce que j'allais quitter ma carrière, bien sûr. J'étais directeur de maison de jeunes à l'époque, de centre d'hébergement pour les jeunes, centre de réinsertion socio-professionnelle, en tout cas plein de services là, dans un immense centre piloté par Manon Rousseau, qui était une femme qui m'a énormément inspiré dans ma carrière aussi sociale, communautaire. Je pensais tout laisser ça, moi, tu sais. Finalement, je suis revenu comme directeur d'organisme communautaire, puis j'ai continué à œuvrer pendant des années dans le milieu social, le voyant comme finalement mon monastère, mon temple bouddhiste. Bien sûr, j'ai continué à faire des retraites après ça annuelles en Inde, au Népal, revoir mes maîtres, faire partie des programmes, aussi des centres à Montréal. Mais ça m'a vraiment montré comment changer mes croyances sur ce qui a l'air d'être une réalisation spirituelle et ce qu'il l'est vraiment. Ce qu'on veut montrer comme avancement dans notre cheminement aux autres, à la société, ou se montrer à nous à travers des gestes, des actes, des cérémonies, épouser un style de vie. Et est-ce qu'on est vraiment en train de le faire à travers une vue spirituelle? Ça ne m'a jamais lâché après ça, parce que j'en ai quand même fait une mini-dépression de 2-3 mois là, quand je suis revenu. C'est comme si tout mon monde, mes aspirations de 7 ans venaient. Tu sais, moi, je m'en allais là, puis j'atteignais le nirvana dans une grotte entre 2 montagnes de l'Himalaya, puis c'était fini, là. Non, ça ne faisait que commencer. Le nirvana était pour aller le vivre avec les gens ici maintenant, finalement. Oui, parce que le défi, c'était de rentrer dans le nirvana comme en gang. c'est ça le bouddhisme Mahayana, c'est ça le bouddhisme tibétain, puis c'est ça finalement, je crois vraiment être en cheminement spirituel, c'est de dire, OK, on se prend la main toute la gang, on est en train de tomber dans la boîte, on est en train de s'écorcher les genoux, on est en train de recevoir des intempéries, d'avoir des claques d'en face de la vie. Prenons-nous la main, ouvrons notre cœur, avançons ensemble, puis on rentre dans le nirvana ensemble. Mm-hmm. Toute la gang, toute la famille. Mm-hmm.
c'est ça, on s'est connus, t'étais encore directeur du centre, mais tu as quitté à ce Ah oui, moment-là. mon Tu as Dieu. quitté à ce moment-là. Tu étais vraiment sur le changement et le transfert à une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu as fait, en fait, quand tu as quitté ce monde social, le monde de Mais, psychologue, moi, en fait? j'ai été, ouais, ben, tu sais, j'ai été en psychologie sociale, j'étais en développement communautaire et en développement social humain, là, toute ma carrière, comme sur mon CV, qui paraît professionnel, là, maintenant, tout s'est mélangé, puis finalement, je me suis toujours dit, tout a toujours été mélangé. Mais à la fin, j'ai vraiment été privilégié. Finalement, je suis tombé dans le samsara encore plus grand, dans le beau samsara. Tu sais, dans le bouddhisme, le samsara, c'est de l'illusion que le bonheur est à l'extérieur ou chez l'autre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des beaux défis parce que justement, de mon vœu de vouloir tout lâcher, partir puis vivre dans une grotte à 25 ans à 35 ans, 34 ans, à 33 ans, je pense que quand j'ai fait le choix, j'étais rendu directeur, puis directeur de territoire à la Fondation Chagnon, responsable de plein de régions du Québec. J'avais un job à 95 000 à même pas 40 ans. J'avais de l'impact au niveau social, au niveau du développement. J'avais des leaders de la pensée, des sous-ministres. J'avais une influence. C'est tout ce que je voulais pour le bien des gens avec qui j'avais travaillé dans la rue, avec mes jeunes délinquants, avec les familles que j'avais aidées. D'un coup, j'étais là et j'avais extérieurement comme réussi. Et c'est là où j'ai eu le choix, où intérieurement, j'ai eu l'appel, parce que c'est sûr, entre ça, moi, toutes mes vacances, mes semaines de vacances étaient accumulées pour vivre des initiations, vivre les retraites. Je médite quotidiennement, sinon des fois plusieurs heures par jour, à certains moments de ma vie. C'est sûr que je le voyais que ce chemin-là allait être, mais c'est comme si tout d'un coup, le moment où j'étais plus prêt à le faire le choix, il n'y a rien là à l'extérieur. J'ai rien perdu, j'ai tout lâché. Mais j'ai rien perdu. Tout allait bien, tout était parfait. J'allais avoir de progression en progression de ci à ça. Je venais d'acheter ma super belle maison de mes rêves avec mon chum de l'époque, le char neuf, la vie, la famille, tout là. Puis l'été, il y a un été, je me souviens, je me suis assis avec mon père et j'ai dit, Papa, il y a une grande transformation qui s'en vient dans ma vie. Je ne veux pas que ça vous inquiète, mais je le sais que tu es fier de moi, parce qu'il me disait à quel point il était fier de moi dans un petit brunch matinal. J'étais là, Papa, tu es fier de moi. J'espère qu'un jour, tu vas être juste fier de moi parce que je suis heureux. Parce que là, je vais faire des gros changements parce que depuis quelques mois, j'ai une sécheresse intérieure. J'ai un ennui existentiel. Et je dois faire un ménage, mais total. Fait que, un coup, je l'ai nommé à mon père, qui est aussi un confident, un être d'une immense sensibilité, d'une immense intelligence de cœur. C'est bien sûr qu'il a accueilli ça, puis il a dit Martin, je te comprends, puis puis je veux que tu sois heureux plus que tout. J'ai tout lâché. C'était en juillet sur une terrasse sur la rue Saint-Denis, à Brûlerie-Saint-Denis, pour pas dire le nom. Je pense qu'elle n'existe plus avec la pandémie, je ne sais plus ce qui existe dans le monde. Mais, et les semaines après, j'ai lâché ma job à réussir la Fondation Chagnon. Ce qui a fait en cause aussi que j'ai perdu, j'ai dû, pour cette raison-là, perdre ma maison, consciemment mettre la maison. Le conjoint de l'époque, mon chum de l'époque, a été perdu dans l'histoire et n'a pas compris et ne m'a pas suivi. Fait que c'est comme si en l'espace d'un mois, j'ai renoncé, on appelle ça un renoncement joyeux dans le bouddhiste, pour quelque chose de plus grand, un appel intérieur plus profond, plus sincère. J'ai vraiment mis fin à toute une partie de ma vie professionnelle, des accomplissements, une sécurité financière, une grande, belle sécurité financière. Après ça, des fois, j'ai un petit moment de regret, mais bon, c'est toujours facile. Mais l'amour de cette époque-là, qui ne correspondait pas à mes valeurs profondes, finalement, et je me suis ramassé dans un 2,5 sur P9, dans Hochelaga Maisonneuve, crapi, pas un meuble. La première fois que je me suis acheté, c'est un fond, parce que dans la vente de la maison, puis toute la colère de mon ex, j'avais tout laissé finalement. Là, je sors la maison. J'ai dit, quand tu vendras le condo, tu me redonneras une partie, tout le monde a perdu de l'argent, je n'ai pas voulu vendre vite. Plus rien, et à commencer à juste retourner au centre bouddhiste tous les jours, refaire mes trucs, me demander comment je pouvais œuvrer. J'ai animé et participé à des méditations en prison à Bordeaux. Le Dharma, je me suis retrouvé comme Bouddha au début de son histoire, après son éveil, là, qui dit OK, et là où puis-je partager le Dharma de façon juste saine, naturelle, sans être attaché, sans avoir limite de temps, d'argent, sans avoir. Justement, je me suis libéré, je pense, de toutes mes peurs du manque à ce moment-là. Autant amoureux, financier, de regard des autres sur ma carrière, sur ma vie, ma relation, tout. Et tout mon monde matériel venait de s'envoler. Fait que ça fait pas tant d'années que ça, là, quand même.
On peut dire plusieurs, là, pour ceux qui sont jeunes. 8 ans, ça a l'air 8-9 ans, ça a l'air d'une affaire très longue. Mais ça fait pas. J'ai finalement pu faire le choix de devenir un moine à gougoune qui vivait urbain. Mais plusieurs années plus tard, quand j'allais avoir justement le plus de perspectives, d'obstacles au renoncement joyeux, j'ai fait, je pense, le choix très courageux de suivre ma voie intérieure. À un moment donné, on n'a plus le choix. On sent que Oui. c'est juste que on doit aller là. Peu importe ce qui va arriver, c'est vraiment un saut de l'ange, hein, c'est un acte de foi. Oui. C'est revenir à soi complètement. Et ça tu l'as fait là, mais je suis sûre que tu l'as peut-être fait 2 ou 3 fois au moins dans ta vie. De faire oui, ben, 17 ans dans ma partie à vélo, à 25 ans au Népal. À l'époque, là, je te dis, voyager au Népal, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui, on va dire. C'était risqué à tout point de vue. Mais c'est ça, à chaque fois, ça a été, tu sais, commencer mon travail avec les jeunes délinquants, les jeunes de la rue. Chaque moment, c'était un acte de foi, un acte d'amour, un acte tu sais, c'est ça, un élan intérieur. Parce qu'effectivement, s'il y a quelque chose que m'a appris, mes années d'intimidation, de rejet, tu sais, ça a été bien. Je me fierai jamais aux autres pour savoir qui je suis puis trouver le bonheur. Ça, c'est évident. C'est pas ni les conventions sociales, ni la pensée des autres, ni les courants, ni les modes qui va définir ce qui fait du sens, ce qui est bon pour moi puis qui je suis. C'est ça. Et puis après, tu as voulu avoir ton centre à Montréal? Ah oui, j'ai eu mon centre à Montréal. Mon centre à Montréal, on a participé, on a fait des ateliers là, il a passé plein de choses. Moi, je suis un enthousiaste. Oui, je suis un enthousiaste. Je vais toujours être un espèce de visionnaire enthousiaste. C'est ce qui m'a marqué dans le milieu communautaire, c'est cette liberté de créer et de co-créer aussi. Fait que oui, j'ai ouvert un centre à Montréal, l'Espace Ananda, que j'aime, que j'ai adoré. D'ailleurs, mon éco-village ici au Mexique s'appelle l'éco-village Ananda. Tu sais, c'est en honneur de ces 5 belles années à Montréal, où ça a été à la fois merveilleux, ça a regroupé une super... Moi, je suis un gars de communauté. Tu sais, je voulais un lieu parce que tant qu'avoir une famille, il faut se rassembler. Fait que j'étais là 10 heures, 12 heures par jour. Des fois, on dormait là des fois. C'est un immense espace là, de quand même presque 2000 pieds carrés, 20 000 pieds, je me souviens plus en pieds carrés, là, je calcule juste en mètres maintenant au Mexique. En tout cas, c'était grand, il y avait 2 grandes salles de méditation, yoga pratique, une petite salle thérapeutique, des espaces communs. Superbe espace. Qui m'a aussi tout pris mon argent pendant toutes ces années. Je travaillais à animer des retraites, à vendre mes livres, à faire des conférences corporatives pour faire vivre un espace qui était complètement déficitaire. J'ai tenu ça pendant 5 ans, jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça n'ait plus de sens pour moi et que je vois qu'au niveau de la santé physique, c'était pas sain que je m'acharne sur un projet qui me permettait moins d'être disponible parce que ma qualité de présence, ma qualité d'aide, ma qualité physique était moins importante. Si on travaille en yoga, en méditation, en conscience, en cœur. J'avais aussi beaucoup d'invitations à l'international. Après ça, j'ai vraiment fait des tournées de 15 pays à peu près en moyenne par année, là, de tournées à l'international comme conférencier puis comme guide d'enseignant spirituel. Fait que j'étais comme écartelé dans tout ça. Est venu le moment où c'était le temps de fermer. C'était un gros deuil, c'était un immense deuil des gens. Mais je me suis dit, ce n'est que partie remise. C'est une communauté, la Sangha se vit à travers plein de moyens. La pandémie nous a permis de créer une Sangha virtuelle. En ce moment, j'ai acheté 6 terrains. On est en construction d'un éco-village, d'un centre de méditation dans le sud du Mexique, sur le bord de la mer. La vie était très bonne. Et encore une fois, ça a été un saut dans le vide, puisqu'après Espace Ananda, il n'y avait rien. Tu sais, qu'avait-il après Espace Ananda? On sait jamais ce qu'il y a après quelque chose que quand c'est complètement fini. Fait qu'il faut dire salut à tout ça, il faut s'en aller de là pour voir l'horizon à nouveau. C'est toujours des sauts dans le vide. Fait que j'ai refait ça en plus il y a quelques années. Et à ce moment-là, on s'en était parlé, c'était le temps où tu travaillais à tous les niveaux, en fait. Tu faisais tout, quasiment tout, du marketing, de l'entreprise, la comptabilité, oui. de l'administration. Tu faisais en plus d'animer, en plus de tout organiser et tout. Et c'est là que tu m'as dit, à un moment donné, dis-moi, j'en ai assez. Je veux vraiment m'occuper de ce que j'aime, de ce que je veux faire. Et je veux m'entourer d'une équipe de gens qui vont s'occuper de mes affaires. Et ça s'est fait en très peu de temps, en fait. Oui, ça fait, on pourrait dire grosso modo que ça fait peut-être 5 ans de ça. Là. On est en 2021, donc en 2015-2016. Et oui, ça s'est fait. Mais tu sais, moi, je dois être assez feu, là, il doit y avoir un feu en moi qui, quand ça s'incarne, ça se met en action le lendemain matin. Il n'y a comme même pas de délai d'une semaine. Là. Je nomme quelque chose, puis quand je nomme clairement, je suis un extraverti, fait que souvent je nomme les choses avec toi,
j'ai nommé ça, puis ça a fait « Oh, paf! Ben oui, c'est là. » Fait que là, c'est le lendemain, tu agis là-dessus. Fait que oui, je me suis entouré d'une équipe extraordinaire. J'ai même, tu sais, la première année de cette décision-là, je me souviens que, tu sais, plus que 50% de l'argent que je faisais allait pour payer d'autres mondes qui m'aidaient finalement. Tu sais, j'étais celui qui se payait le moins dans toute l'histoire de mon équipe de travail. Des fois, ça revient encore un peu, mais il était sûr que je faisais plus d'infolettes, de sites web, de nénins, que je gérais plus tout, Moi, je suis avant tout un pratiquant. Tu sais, je suis un pratiquant bouddhiste, je suis un pratiquant de la méditation, je suis un amoureux des ashrams, des communautés indigènes chamaniques. Ici, je viens de passer 2 mois et demi dans un éco-village avec des chamans, tu sais, au lac Atitlan, au Guatemala, à ne faire que des rituels, à vivre une vie tellement incarnée, tellement dépouillée de toute commodité matérielle. C'est ça qui me nourrit. Fait que je puisse faire ça à nouveau, ça me demandait d'avoir du monde qui gère absolument presque tout et donc de faire confiance que j'allais me tromper, le monde allait faire des erreurs. Fait que, de ma comptabilité à ma gestion administrative, à mes communications, à dire oui à une maison d'édition, à dire oui à une maison de production, avoir toute cette gang-là autour. Puis moi, je suis bon pour créer l'esprit de famille. Je suis bon pour mettre les gens ensemble et les laisser comme décider pour moi. Finalement, après ça, là, on s'est exprimé. Vous savez ma vision, vous savez qui je suis. Là. Entre vous, gérez-moi. C'est presque ça. Puis, mais avec Armand, je suis toujours là. Écoute, il n'y a pas une journée où on ne se fait pas 8 meetings, où il ne débarque pas pour bruncher. Là. J'ai la directrice des communications marketing de Pacha Legria que j'ai fait venir du Canada et qui vit ici dans ma maison. On se réveille le matin ensemble. On travaille sur nos projets. On est avec Valérie, Julie, Mathieu qui sont au Québec. Ça m'a, moi, libéré et ça m'a mis dans la joie, ça m'a mis dans un instinct de liberté. Moi, me faire prendre en charge, excusez, là, je le dis comme ça, là, mais moi, me faire prendre en charge, j'aime ça. Je vais le nommer là, haut clairement, là, parce que je suis né dans une maison, il y avait une grand-mère, une mère puis une grande sœur. J'ai réalisé ça un jour que moi, je n'avais pas de problème à me faire prendre dans mes bras par n'importe qui. J'étais là, un bébé, là, pouit, 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 puis la vie aussi. Puis, fait que j'ai une confiance et une joie et aussi de redonner. C'est sûr que quand tu as 3, 4, 5 employés à mener temps plein, il est évident que l'argent que tu fais dans l'année, il y en a beaucoup plus qui va à tout le monde. Fait que ça, c'est normal aussi, puis ça fait partie de la vie. J'ai une porte qui vient de s'ouvrir, puisqu'il y a eu un gros coup de vent qui vient d'arriver. J'ai entendu un bruit, là, tout va bien. On est juste dans la belle montagne. Fait que ça m'a permis ça, et ça m'a permis de redonner joyeusement à plein de gens. Puis moi aussi, ça fait du sens, ça, que c'est comme si j'avais dit oui à l'abondance aussi, puis j'ai toujours une foi en tout. Là, je ne suis jamais parti du manque. Et ça m'a permis aussi de ma non-peur de manque, de redistribuer à plein de gens. Puis là, au Mexique, je fais vivre beaucoup de familles, là, finalement, qui travaillent sur le terrain, qui vivent avec nous, qui sont mon chauffeur. Aussi, au Mexique, j'ai une grosse famille à faire vivre. Là. Et on construit ensemble l'histoire, on construit ensemble l'aventure, on vit la quête ensemble. On est une cohorte héroïque, finalement. Et mon succès, c'est leur succès, c'est notre succès, notre argent, c'est l'argent. J'ai pas beaucoup de je et de mon, moi, mais dans mon vocabulaire. Je me vis vraiment au sens collectif parce que j'ai sûrement très longtemps vécu en Inde et dans une. Tu sais, j'étais déjà dans un ashram finalement quand j'étais jeune, là. Avec toute la gang qui était autour de nous dans la maison. Fait que je me vis plus au nous qu'au je. Et ça me fait du bien. Ça me permet drôlement de me libérer et au niveau même professionnel de m'accomplir plus si on le voit comme ça de l'extérieur. Là. Mm-hmm, mm-hmm. Et donc, la communauté aujourd'hui au Mexique, tu as envie de nous en parler un petit peu? Parce que moi, je suis curieuse de savoir ce qui se passe là-bas. Ben, le Mexique, c'est Zipolite. Le Mexique, c'est Oaxaca. C'est la province du Mexique sur la côte pacifique qui a 70 communautés indigènes qui parlent plus de 40 dialectes différents. C'est la province la plus pauvre aussi. C'est une communauté hippie qui a créé le village qu'on appelle Zipolite aujourd'hui, et Mazunte, des villages yogi, hippies, où il y a une communauté de danse extatique, des témascales, des tentes de situation amérindienne à tous les 4 coins de rue dans la jungle, 2 kilomètres de plage où la loi préserve le droit d'être nu, parce que les hippies sont arrivés il y a 40 ans, parce qu'ils ont créé ce lieu, parce que les hippies canadiens et français ont créé cet espace-là, les Canadiens français et les Français d'Europe. C'est aussi la jungle, c'est aussi les iguanes qui montent sur ma terrasse. C'est surtout aussi des expats de partout dans le monde et des Mexicains qui vivent ensemble comme une vraie seule communauté. Pour moi, ça, c'est nécessaire quand on arrive comme étranger et on s'installe à quelque part.
C'est aussi mon rêve de réconcilier à nouveau, après plusieurs années, ma vie spirituelle avec mon travail communautaire et humanitaire. En ce moment, on fait, on crée un Pachalegria, qui est un centre de méditation, yoga, qui va honorer aussi les sagesses ancestrales, le chamanisme et autres, qui est sans but lucratif. Moi, je vais être directeur de l'histoire tant que je vais être vivant, ou qui vont vouloir de moi. Tous les profits vont être versés uniquement aux communautés ici pour la préservation des cultures, mais aussi des terres et des communautés indigènes, des communautés les plus pauvres du Mexique. 20 de la population mexicaine vit en dessous de l'extrême pauvreté. Et on est là, puis on se nourrit de la culture maya, des chamans, de leur expérience avec les plantes médecines, des témascales et tout, puis on laisse mourir les communautés qui ont transmis ça depuis des millénaires. Pour moi, c'est un non-sens. Alors, je suis en train de créer une fondation aussi avec un Kula collectif du Guatemala, fait quelque chose de transamérique. On regroupe toutes les communautés indigènes et un travail humanitaire qui se fait du Pérou au Mexique, finalement. Fait que là, je suis comme over-investi de ça, de la perspective d'animer des groupes plusieurs mois par année. Ça faisait partie de ma tournée mondiale. Là, je me promène partout dans le monde. J'anime de l'Égypte à l'Inde, au Mexique, à Hawaï. Là, c'est sûr, je vais être beaucoup plus Canada, Mexique et un peu Europe. Un voyage par année et demi environ en Inde et à Bali, là, dans mes voyages initiatiques, mais pas plus, parce que j'ai investi une communauté ici pour qu'on vive à l'année, finalement. De méditation, de yoga, d'eau fraîche, de sauna, de culture organique, de rencontres avec des chamans, des gens qui viennent animer des retraites des fins de semaine, mais aussi des enseignants, résidents, yogis, hippies, happy, et des gens inspirants qui se rencontrent de partout dans le monde. Finalement, ce que je veux finalement, c'est créer une famille puis qu'on renoue avec des valeurs où on se respecte le plus entre eux-mêmes, qu'on respecte plus la nature. C'est tout. Ça me fait penser à, en fait, recréer comme une sangha autour de Bouddha, finalement. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est où oui, chacun oui. a son rôle, chacun a sa place, il n'y a pas de plus ou de moins, c'est tout le monde ensemble, et puis la grande famille qui vit ensemble quelque chose de beau, de spirituel. Oui, et chacun, il y en a qui se sont investis pour être là plusieurs mois par année dans des maisons. Il y a des gens qui sont là juste quelques semaines. Il y a des gens qui vont venir juste pour des certifications de prof de yoga, de sound healing cérémonie. On est en train déjà d'élaborer le calendrier 2022 là, pour avoir un 12 mois de planification et de collaborateurs internationaux. Une certaine popularité que j'ai eue dans les dernières années, le lien avec beaucoup de gens dans des événements majeurs, quelques connexions à la télé, etc., m'a permis tout d'un coup, quand j'interpelle des gens qui sont pour moi d'un calibre international, que j'aime, que j'admire, les gens que je voudrais faire découvrir, mais là, d'un coup, ça dit oui, plus que je l'avais fait il y a 5 ans. C'est plate à dire, c'est une réalité qui est dommage des fois, mais moi, en tout cas, en ce moment, je dis merci à la vie de m'avoir amené dans un espace public où je peux, quand je sollicite quelqu'un, habituellement, il dit oui, puis il est enchanté que je l'appelle, puis que je l'invite à venir comme les Hailey et Jaya du Kula collectif. Je crée un village dans lequel je peux amener aussi des pionniers, des gens influents, des gens qui, moi, m'ont influencé. C'est comme si mes gourous préférés du monde, de la neuroscience, du bouddhisme, des chamans qui vivent à l'année dans des communautés dans la jungle. On les sort pour qu'ils viennent faire un petit tour à Pachalegria, transmettre les cérémonies de peyote, exemple, ou de chants sacrés. Et ça, pour moi, ça a du sens. Pour moi, c'est ça de créer une communauté, créer une famille qui permet de se déposer, de se recentrer et de rencontrer, d'être inspiré par les plus beaux êtres humains de la planète. Moi, là, je me sens privilégié en ce moment dans le monde. Et dans la nature, et en se baignant dans la mer tous les jours, là, je me sens comme béni. Entre le petit Martin qui était dans ses poèmes avec ses lunettes et puis qui est tout introverti et bouc émissaire à l'école, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais quel chemin a été fait en fait? Qu'est-ce qui t'a fait sortir de tout ça? Je pense que les fondements d'amour que j'ai reçus de mes parents, de ma famille, de ma grand-mère, de mes grands-pères, a créé en moi un espace où j'ai pu retourner après avoir travaillé sur mes blessures. Mais c'est comme si j'avais toujours un fond. Je ratterrissais toujours les pieds à quelque part, à un moment donné, malgré la souffrance, malgré la détresse intérieure. Pour moi, ça a été juste de récupérer finalement à travers la vie ce regard d'amour, de bienveillance, de compassion sur moi-même. Et un coup que ça a été fait, ben, pour lui donner de l'ampleur, moi, je l'ai mis au profit des autres. Pour plus jamais perdre de vue
de vie aussi, la compassion, la bienveillance comme principe spirituel le plus profond. Mhm. Pas la sagesse, pas l'articulation intellectuelle, pas être capable d'avoir des grands mots. Puis ça, là, c'est correct, je peux dévorer. Tu sais, j'étudie en psycho comme j'étudie les philosophes, mais pour moi, ça apporte rien et ça vaut rien. Je veux dire quelque chose de gros, là. Ça ne vaut rien. Toutes les pensées intellectuelles et philosophiques autour de l'être humain, autour du sacré, autour du spirituel et du divin, si on n'est pas capable de l'incarner. Si on n'est pas capable de créer des êtres humains meilleurs, plus bienveillants, plus aimants, plus tendres, plus ouverts les uns avec les autres. Ça a déterminé ma vie, la souffrance qui est arrivée dans mon enfance, dans mon adolescence, à l'extérieur de ma famille, qui a été mon premier grand refuge d'amour. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles du festival Human qui vient Oui. d'arriver, là. Oui, il s'en vient bientôt en virtuel pour la première année. Peut-être qu'il est déjà passé quand vous écoutez la vidéo, mais Human Festival, U-M-A-N Festival, c'est un festival qui, pour moi, est important parce qu'il y a beaucoup de festivals de yoga et beaucoup de festivals de méditation. Je trouve qu'on on réfléchit beaucoup le chamanisme, on voit beaucoup le chamanisme de l'extérieur, mais rarement on a accès aux racines de cette spiritualité de la Terre-Mère. Et j'ai eu, moi, le privilège de rencontrer en Arizona, chez les Bribri en Amazonie, ici au Guatemala, au Népal, partout finalement dans ma vie, des chamans, des communautés de gens qui vivaient dans la nature, avec l'esprit et la vie de la nature et de la communauté, et d'amener ça avec un regard nouveau. Se servir de la neuroscience, des études en neurologie, de la science moderne, de la physique quantique, pour regarder comment, à quel point ces deux sagesses, deux parcours de chercheurs qui marchent ensemble. Pour sécuriser les Occidentaux, pour dire, hey, ce qu'on fait là, c'est pas flalier, il y a une hormone dans le corps qui fait déferler ça dans le cerveau, qui nous amène là. La psychologie sacrée nous apprend l'importance du subconscient pour ouvrir des portes archétypales, pour libérer des forces intérieures de transformation, et ainsi de suite. Fait de Jung à la neuroscience, comment on peut recevoir des experts, être nourri intellectuellement, sécurisé intellectuellement, nous permettre de prendre conscience de ce qui s'opère en nous, puis après ça, juste plonger dans l'expérience à travers la sonothérapie, à travers le chant vocal, à travers des pratiques chamaniques, les cérémonies de cacao, de feu maya, des temples de sudation amérindienne, et encore plus, encore plus, encore plus. Alors, c'est une semaine comme d'aventure comme autour du monde, notre monde intérieur, à travers, selon moi, ce qui est les spiritualités les plus authentiques, les plus pures, les plus simples qu'il n'y a pas, mais les plus puissantes. Et ça, c'est en gang, en tribu. Ça, la version virtuelle, elle est du 11 au 17 avril 2021. Puis on va toujours être au mois d'avril. C'est notre festival de clôture de notre saison de retraite et de certification là, à Pacha Alegria. Tous les mois d'avril, dans le sud du Mexique, à Zipolite. Super. Merci mille fois, Martin. Merci. Vraiment une belle, belle rencontre. Et puis, je t'aime, ma belle amie d'amour. Pour de vrai, de se faire un gros câlin pour de vrai. Tu reviens bientôt. Ah oui! Je reviens bientôt dans quelques semaines. Tu reviens au Canada. Quelques ateliers. Oui, pour animer plein de retraites. J'ai 9 ou 10 retraites, là, je pense. Il y en a déjà 3-4 qui sont pleines. Ça semble, le calendrier est plein de juin 2021 à septembre-octobre. C'est pas le temps où j'anime le plus au Québec. Super, fait qu'on a hâte de te revoir ici au Québec. Moi aussi. On t'embrasse fort, on se parle bientôt. Oui, gros bisous d'amour. Gros bisous. Bye.